La parole est à Madame Bérangère Couillard, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Merci. Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la rapporteure de la délégation aux droits des femmes, chers collègues, l'Assemblée nationale est aujourd'hui appelée à se pencher sur une proposition de loi qui est l'aboutissement d'un travail collectif mené pendant plusieurs mois. C'est aussi une part d'espérance pour celles et ceux qui vivent au quotidien des violences conjugales et qui comptent sur nous tous, sur nous toutes, pour les protéger de ces violences et améliorer leur quotidien. Du 3 septembre au 25 novembre dernier, sous la direction du Premier ministre, s'est tenu le Grenelle des violences conjugales lancé par la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Des femmes et des hommes engagés ont travaillé dans le cadre de groupes de travail pour que la France puisse apporter une meilleure réponse à ce que nous qualifions désormais tous ensemble comme inacceptable. Je veux parler de ces souffrances qui sont trop souvent tues et de ces souffrances qui tuent trop souvent. Je veux parler de ces coups portés à répétition, de ces brimades qui privent de dignité au point qu'on finisse par les considérer normales, de ce qui se déroule derrière les portes closes de plusieurs dizaines de milliers de foyers de notre pays. Je ne reviendrai pas sur le décompte lancinant des féminicides. Le chiffre a pour vertu d'éveiller les consciences, mais c'est aussi l'objet de cette proposition de loi, il ne faut pas qu'il nous rende aveugles. Toutes les violences conjugales ne se terminent pas en meurtre, fort heureusement. Et prévenir ces meurtres ne suffit pas à prévenir les violences. Le sujet des femmes battues, des hommes battus aussi, je ne les oublie pas, va au-delà. Nous devons entendre celles et ceux dont la voix ne porte pas jusqu'à nous, jusqu'aux médias, jusqu'au grand public, pas même jusqu'aux associations dont le travail est remarquable. Il y a des victimes qui n'ont pas conscience de leurs droits, parce qu'elles sont sous emprise d'un conjoint violent ou tout simplement parce qu'elles ont peur. Une peur qui peut mener au suicide et qui ne sera pas comptabilisée dans les statistiques. À ces victimes, la loi doit sa protection, leur doit un accompagnement, leur doit une assistance pour se reconstruire. Nous devons affirmer que non, rien n'est irrémédiable et qu'aucune violence ne doit être considérée comme normale parce qu'elle ne peut pas être la norme dans une société évoluée. À la contribution des groupes de travail du Grenelle et des parties prenantes, nous pouvons ajouter le travail des parlementaires. Nous avons, avec Guillaume Gouffier-Cha, initié et copiloté un groupe de travail d'une trentaine de députés, dont certains d'entre vous faisaient partie. Nous avons réalisé de nombreuses visites terrain partout en France, dans chacune de nos régions, en métropole comme en outre-mer, pour confronter les discours aux réalités et pour comprendre comment parfois des dispositifs en théorie parfaits ne résistaient pas à leur confrontation à la pratique. Je tiens à remercier chaleureusement tous les collègues qui ont participé à ce groupe de travail. Je tiens également à remercier la ministre de la Justice ainsi que les membres de son cabinet pour les échanges constructifs que nous avons eus depuis que j'ai entamé l'écriture de cette proposition de loi. Aujourd'hui, c'est à moi qu'il revient de vous présenter le fruit de ce travail qui a mobilisé les pouvoirs publics, sans relâche, sous l'impulsion de la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Les articles de cette proposition de loi ont été présentés au cours des auditions à ceux qui vivent tous les jours les violences conjugales, aux associations, bien sûr, mais aussi aux magistrats, aux forces de l'ordre, aux médecins. Comme dès le début, nous avons travaillé avec tout le monde, je dois vous dire que le consensus se fait autour de ces dispositions. La commission des lois a débattu de manière constructive. Je crois pouvoir dire que seul l'article 8 aujourd'hui ne trouve pas consensus et j'espère vraiment que les débats qui seront menés ici, dans l'hémicycle, sauront vous convaincre de la nécessité d'une telle mesure. Ceci ne doit pas nous surprendre, car si une cause parvient à susciter l'adhésion et l'engagement de tous, il s'agit bien de la protection des plus faibles contre les violences qu'ils subissent. Je veux avant tout avant de vous présenter cette proposition de loi, évoquer les lois votées par l'Assemblée nationale depuis 10 ans sur le sujet et remercier vraiment tous ceux qui ont contribué à faire avancer la cause des victimes. Je pense à la loi du 9 juillet 2010 et à son rapporteur qui siégeait à droite de cet hémicycle, Guy Geoffroy.
Je pense à la loi du 4 août 2014 et à son rapporteur qui siégeait à gauche dans cet hémicycle, Sébastien Denaja. Je pense enfin à la loi du 28 décembre 2019 que le Premier ministre Édouard Philippe a soutenu en engageant une procédure accélérée, ce qui est rarissime sur une proposition de loi de l'opposition, et que l'ensemble du groupe La République En Marche a voté unanimement à tous les stades de la procédure. C'est un combat qui nous rassemble tous, au-delà des clivages politiques, à des distinctions partisanes. Chacun de ces textes est une occasion d'avancer, de corriger des erreurs ou de dépasser le manque de courage de celui qui l'a précédé. J'en viens au contenu de cette proposition de loi qui tire les conséquences législatives du Grenelle des violences conjugales et qui comporte des dispositions attendues de longue date. Le Grenelle a recommandé des mesures relatives à l'autorité parentale des auteurs de violences conjugales. Je ne m'attarderai pas dessus. En commission mixte paritaire, députés et sénateurs se sont entendus pour inscrire ces mesures dans la loi du 28 décembre 2019. Je m'en réjouis car c'est autant de temps gagné. La commission des lois en a pris acte en supprimant les articles 1er et 2. L'article 3, qui permet au juge pénal de suspendre le droit de visite et d'hébergement dans le cadre du contrôle judiciaire, conserve pour sa part toute sa pertinence. Il y a ensuite l'aboutissement d'un long combat des associations de défense des victimes de violences, aux articles 4 et 5. La fin des médiations dans les matières civiles et pénales dès lors que les violences sont alléguées par l'une des parties. La loi du 28 décembre dernier avait fait la moitié du chemin pour ce qui concerne l'autorité parentale. Elle négligeait les procédures du divorce. Nous corrigeons cet oubli. Si la médiation présente un immense intérêt, elle suppose une égalité des parties, une capacité à entendre l'autre qui n'existe plus quand le conflit s'est mué en violence. C'est à cette occasion que nous introduisons le terme « emprise » dans notre droit. On ne peut pas négocier efficacement quand on est sous emprise, on ne pourra donc pas engager de médiation non plus. À l'article 6, nous réglons la situation d'hommes et de femmes dont l'un des parents a tué l'autre et qui ont été sollicités au titre de l'obligation alimentaire qui lie ascendant et descendant. Ces demandes de paiement, qui émanent souvent des établissements d'accueil pour personnes âgées, ont réveillé des souvenirs douloureux et un sentiment d'injustice. Aujourd'hui, on déclare facilement l'indignité d'un parent qui délaisse son enfant, mais il y a très peu de jurisprudence qui fasse de même en cas de meurtre sur conjoint. Nous avons prévu une déchéance de plein droit pour tous les crimes condamnés en justice, donc pour les meurtres, mais aussi pour les viols et les mutilations. J'en arrive au harcèlement conjugal. Créée en 2010, cette infraction fonctionne avec 2 niveaux de gravité, selon que l'ITT délivré à la victime excède ou non 8 jours. Mais c'est faire peu de cas de dossiers dont nous avons tous entendu parler, dans lesquels la victime est tant poussée à bout qu'elle en vient à attenter à sa propre vie. Je vous propose donc la création d'un 3e niveau qui vient réprimer les suicides forcés. Ils seront désormais punis de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Je ne m'attarderai pas sur la disposition qui permet la saisie des armes par l'officier de police judiciaire au moment de la perquisition. C'est une mesure de bon sens, attendue vraiment par les forces de l'ordre, qui ont besoin de clarté et que la Commission s'est attachée à simplifier au maximum pour la rendre plus opérationnelle possible. La proposition de loi traite également la question encore peu connue du cybercontrôle. Les victimes savent bien de quoi il s'agit. Les logiciels qui permettent de traquer, que l'on trouve dans le commerce pour quelques dizaines d'euros, sont installés sur le téléphone de la victime, voire celui de ses enfants. Pour tout savoir de leurs échanges, pour tout savoir de leurs conversations, de leur localisation en temps réel. Nous avons encadré cette géolocalisation sauvage qui n'est pas prévue par le droit en vigueur. Enfin, cela me tenait particulièrement à cœur, nous avons facilité l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire pour les victimes de violences conjugales. Quelques mots sur les enrichissements que nous avons apportés à la proposition de loi et qui consistent notamment en 2 articles additionnels. À l'article 9 bis, nous avons permis aux juges de prononcer une peine d'emprisonnement et une peine d'interdiction de détention et de port d'armes ou de paraître en certains lieux. En effet, le droit actuel ne l'envisage qu'à la place d'une peine d'emprisonnement. Le Code pénal ne permettait pas le cumul des 2. Nous avons aussi, à l'article 10 bis, fait en sorte de sanctionner la pratique nouvelle et révoltante des crimes et des agressions sexuelles que des pervers commandent à distance,
par Internet à des acteurs basés à l'étranger. Notre droit était hésitant, il sera désormais explicite. Avec des quantums de peine très lourds, je crois que nous pouvons collectivement nous en féliciter. J'en viens maintenant aux deux derniers points très spécifiques de la proposition de loi. Il y a d'abord l'article 11 sur l'accès des mineurs à la pornographie. Nous avons une difficulté face à des opérateurs étrangers qui mettent des millions de vidéos à disposition sans le moindre contrôle réel et qui échappent à tout contrôle pénal. Nous sommes dans une situation où Internet s'érige dans ce domaine en place de non-droit, dans la complaisance générale, avec toute une génération qui fait désormais son éducation à l'entrée au collège sur les scènes les plus extrêmes et avec une image des femmes totalement déplorable. Les associations rencontrées lors des déplacements que nous avons menés sont de plus en plus nombreuses à constater que les jeunes habitués à ces images reproduisent ces situations de violence. Les violences conjugales sont donc constatées à un âge désormais précoce au sein des jeunes couples. Le président de la République a appelé à l'UNESCO à une prise de conscience. Je m'en réjouis et les premiers effets se font sentir. Une charte a été discutée et signée par des opérateurs d'Internet pour promouvoir le contrôle parental et la mise en responsabilité des familles. C'est un pas qui est fondamental. Mais sera-t-il suffisant? Les plateformes étrangères qui inondent Internet de pornographie en libre service devront prendre leurs responsabilités. Celles qui ne respectent pas le code pénal devront s'y conformer. Dans le cas contraire, un contrôle parental par défaut et un dispositif de blocage, comme il en existe par exemple pour les cercles de jeux illégaux, permettront de faire avancer la situation. Voilà, chers collègues, malheureusement, j'ai usé de mon temps et j'aurais aimé vous parler du secret médical. Nous aurons l'occasion d'en parler longuement. Je suis désolée de ne pas pouvoir faire cette partie de mon texte. Voilà, je me suis attachée à ce qu'elle retrace fidèlement l'ambition de responsabilité et de progrès qui avait prévalu tout au long du Grenelle. C'est un moment dont nous pouvons être déjà fiers, car nous avons su réunir pour unir. Fiers, nous le serons encore davantage, je l'espère, lorsque cet hémicycle aura adopté cette proposition de loi. Merci, Madame la rapporteure.